Dans une collection comportant des statues de pharaons, des bijoux en or et des sarcophages monumentaux, ce fragment serait l'une des dernières choses que quelqu'un choisirait d'observer. Il mesure seulement 8 cm. Il est cassé, ne possède aucune forme reconnaissable et n'a aucune beauté évidente. Pendant plus d'un siècle, il a semblé n'être qu'un morceau de pierre de plus retiré des ruines d'Amarna, en Égypte. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur. Au fond d'un petit trou, d'environ 1 cm de largeur, une poussière ancienne est restée emprisonnée. Lorsque ce matériau a été examiné au microscope électronique, les chercheurs ont trouvé des particules anguleuses d'un minéral d'une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs. Du corindon, le même minéral qui, dans ses variétés transparentes, forme les rubis et les saphirs. Un matériau bien plus dur que le quartz et parfaitement capable de fonctionner comme un abrasif de haute performance. Mélangé à celui-ci, se trouvait également de la poudre de pierre et des fragments corrodés de bronze. Tout indiquait que ce résidu n'était pas arrivé là par hasard. Il faisait probablement partie du mélange utilisé par un artisan égyptien pour percer la pierre, il y a plus de 3000 ans. À première vue, cela semble résoudre l'un des plus grands mystères de l'ingénierie antique. Si les Égyptiens connaissaient un abrasif plus dur que les minéraux du granit, peut-être savons-nous enfin comment des outils relativement simples parvenaient à couper, percer et polir certaines des pierres les plus résistantes du monde antique. Mais il existe un détail capable de changer complètement cette histoire. Le fragment analysé n'était pas en granit, et il a été travaillé plus de 1000 ans après la construction de la Grande Pyramide. Alors, que prouve réellement cette découverte? Révèle-t-elle le secret du granit égyptien? Démontre-t-elle seulement une technique plus tardive? Ou préserve-t-elle le dernier indice d'un savoir bien plus ancien, transmis pendant des générations et encore non identifié dans les pierres de Gizeh? Pour répondre, il ne suffit pas de regarder une pyramide et de dire que sa construction semble impossible. Nous devons faire quelque chose de bien plus intéressant. Nous devons entrer dans les marques mêmes laissées par les outils. Parce que parfois, une rainure microscopique peut révéler davantage sur une civilisation que le monument tout entier. La Grande Pyramide est principalement constituée de calcaire. Cependant, à l'intérieur, les bâtisseurs ont réservé une pierre bien plus difficile pour l'un des espaces les plus importants du monument. Ce que l'on appelle la chambre du roi a été construite en granit rouge, transporté depuis les carrières d'Assouan, dans le sud de l'Égypte. Le même matériau apparaît dans le sol, dans les murs, dans le sarcophage et dans les énormes structures de granit positionnées au-dessus de la chambre. Certaines de ces poutres pèsent des dizaines de tonnes. Avant même de discuter de la façon dont elles ont été coupées, il est nécessaire de reconnaître l'ampleur du travail. Le granit devait être extrait, préparé, amené jusqu'au Nil, transporté sur des centaines de kilomètres, retiré des embarcations, déplacé à travers le chantier et installé en un point élevé à l'intérieur d'une construction colossale. Cela a exigé de l'organisation, une main-d'œuvre spécialisée et de la planification. Mais le transport n'est pas la seule question. Le granit n'est pas une substance uniforme. Il réunit différents minéraux, parmi lesquels le quartz et le feldspath. Le quartz possède une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs. Le cuivre, quant à lui, est considérablement plus tendre. De là naît une phrase répétée dans d'innombrables documentaires et débats sur Internet. Le cuivre ne coupe pas le granit. La phrase semble dévastatrice, mais à elle seule, elle crée un problème qui n'existe pas, parce que le cuivre n'avait pas besoin d'être l'agent responsable de la coupe. Il pouvait fonctionner comme support pour des particules abrasives. Imaginez une scie sans dents propres. Entre la lame et la pierre se trouve un mélange d'eau et de petits grains minéraux. Lorsque l'outil se déplace sous pression, ce sont ces grains qui rayent, fracturent et retirent des particules de la surface. Le métal conduit le mouvement. L'abrasif réalise l'usure. En d'autres termes, le cuivre n'avait pas besoin de vaincre le granit dans un duel. Il devait seulement maintenir le véritable outil de coupe à l'endroit correct. Ce principe n'est pas de la spéculation. Des outils en cuivre utilisés avec des abrasifs parviennent à travailler la pierre dure.
Des expériences archéologiques l'ont déjà démontré de nombreuses fois. Par conséquent, la question la plus simple est résolue. Il est possible de couper le granit avec un outil plus tendre, lorsqu'il existe un abrasif entre les deux matériaux. Mais ce n'est pas la question qui rend le sujet si controversé. La véritable question est autre. Quel abrasif a été utilisé? Avec quelle taille de grain? Sous quelle pression? À quelle vitesse? Et, surtout, les marques laissées par ce processus correspondent-elles aux marques préservées sur les pièces égyptiennes? Une technique peut être possible, et pourtant ne pas être la technique qui a réellement été utilisée. Cette différence entre ce qui pourrait fonctionner et ce qui s'est effectivement produit se trouve au centre de toute l'investigation. Bien avant que Graham Hancock ne transforme la technologie égyptienne en sujet de livres et d'émissions, l'un des fondateurs de l'archéologie scientifique observait déjà le même problème. À la fin du XIXe siècle, Flinders Petrie a réalisé des mesures extrêmement minutieuses à Gizeh. Parmi les objets qu'il a étudiés se trouvait un noyau de granit, retiré d'un forage tubulaire. Aujourd'hui, cette pièce est connue sous le nom de noyau numéro 7 et fait partie de la collection du musée Petrie, à Londres. Un noyau est la colonne de pierre qui demeure au centre lorsqu'un forêt tubulaire ouvre un trou. Et la surface de cet exemplaire conservait des lignes régulières qui semblaient accompagner le mouvement de l'outil. Petrie a interprété certaines d'entre elles comme un sillon en spirale. La distance entre les marques suggérait, pour lui, une avance surprenante à chaque tour du forêt. Il croyait que des grains très durs, peut-être de l'émery, auraient été fixés ou pressés contre le métal pour produire la coupe. D'autres chercheurs n'étaient pas d'accord. Alfred Lucas, spécialiste des matériaux égyptiens, considérait plus probable l'utilisation de quartz broyé ou de sable siliceux comme abrasif libre. Dans son interprétation, les grains pouvaient se fixer temporairement au cuivre pendant le travail et produire les lignes observées. Les deux s'accordaient sur un point essentiel. Le cuivre seul n'expliquait pas la coupe. Le désaccord portait sur ce qui se trouvait entre le métal et la pierre. Pendant des décennies, cette discussion est restée sans réponse définitive. Petrie avait le noyau, possédait des mesures et connaissait les procédés industriels de son époque. Mais il ne disposait pas des outils nécessaires pour cartographier la surface à l'échelle microscopique, ni pour identifier chimiquement les résidus pris dans les marques. Alors, en 1983, Leonard Gorelick et John Gwinnett ont décidé d'aborder la question d'une manière différente. Ils ont examiné des trous existants sur le couvercle d'un sarcophage de granit de l'Ancien Empire, appartenant aujourd'hui au musée de Brooklyn. Ils ont produit des moulages des surfaces, analysé les marques et réalisé des perforations expérimentales avec différents matériaux. Le résultat mérite attention. Le sable mouillé et le quartz broyé parvenaient à user le granit, mais n'ont pas produit les mêmes lignes concentriques observées sur l'objet ancien. Lorsque les chercheurs ont utilisé de l'émery ou du corindon, les lignes sont apparues. L'effet dépendait également du milieu utilisé pour maintenir l'abrasif dans la zone de contact. L'eau, l'huile et les mélanges plus visqueux modifiaient le comportement des grains et la vitesse du travail. Cela n'a pas démontré quel abrasif spécifique avait été utilisé par les Égyptiens. Les auteurs eux-mêmes ont été prudents. L'émery, le corindon et même le diamant pouvaient produire des marques semblables dans certaines conditions. Mais l'expérience a éliminé une fausse simplicité. Il ne suffisait pas de dire du sable. La composition du mélange changeait le résultat. Le liquide changeait le résultat. Le mouvement changeait le résultat. Et la surface préservait une partie de ces différences. Cette vieille discussion cessait d'être une bataille d'opinion. Il existait désormais une prédiction testable. Si des abrasifs différents produisent des marques différentes, les objets anciens peuvent conserver une signature du procédé employé. Le problème est qu'une signature géométrique n'identifie pas toujours à elle seule le matériau qui l'a produite. Une ligne peut avoir plus d'une cause. Pour avancer, il faudrait trouver l'abrasif lui-même. Et c'est exactement ce qui est apparu au fond d'un petit trou oublié.
Le fragment a été mis au jour à Amarna entre 1891 et 1892, aux abords du grand temple d'Aton. Il appartient à la période d'Akhénaton et a été produit vers 1350 avant Jésus-Christ. Son apparence ne révèle pas son importance. C'est une pièce de calcaire durcie, petite, irrégulière et incomplète. On y trouve des vestiges de trous ouverts, selon des angles légèrement différents. Au fond de l'une de ces perforations, près du noyau brisé, se trouvait un matériau granuleux de couleur claire avec des taches verdâtres. Pour un observateur ordinaire, cela ressemblait à de la simple poussière. Pour les chercheurs Anna Serota et Federico Caro, cela pouvait être la partie consommable de l'outil qui avait survécu. L'échantillon a été examiné par microscopie électronique à balayage et par spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie. Les noms sont complexes, mais le principe est simple. Le microscope révèle la forme et la distribution des particules à une échelle impossible pour l'œil humain. La spectroscopie aide à identifier les éléments chimiques présents dans chaque région. Ensemble, ces techniques permettent de demander non seulement à quoi ressemble une marque, mais de quoi le matériau qui se trouve à l'intérieur est composé. Les chercheurs ont identifié un mélange dominé par des grains anguleux de corindon. De nombreuses particules mesuraient entre 50 et 200 micromètres et présentaient des bords irréguliers. Exactement le type de géométrie qui favorise l'abrasion. Sont également apparus du quartz, du rutile, du feldspath et d'autres minéraux. Autour des grains les plus grands se trouvaient des particules très fines de calcite, compatibles avec la poudre produite par la perforation du fragment lui-même. Et il y avait plus. Des fragments corrodés de bronze et des produits de corrosion du cuivre étaient intimement mêlés à l'ensemble. C'étaient eux qui produisaient la coloration verdâtre observée à l'œil nu. La combinaison formait une scène microscopique cohérente. L'abrasif dur, la poudre retirée de la pierre et les résidus de l'outil métallique. Pour l'équipe du Metropolitan Museum, la présence abondante de corindon indiquait que le minéral avait probablement été introduit de manière délibérée pendant la perforation. L'ensemble était compatible avec un foret tubulaire en bronze utilisé avec un mélange abrasif riche en corindon. Cela a été important parce que, pendant longtemps, l'absence de résidus directs avait été utilisée comme argument contre la présence de ce matériau dans l'ensemble des outils égyptiens. Il existait désormais une preuve physique. Non seulement une hypothèse fondée sur la dureté des minéraux, non seulement une interprétation visuelle d'un sillon. Des particules de l'abrasif étaient préservées aux côtés de la poudre de pierre et de la corrosion de l'outil. Mais c'est précisément ici que nous devons résister à la tentation d'exagérer. La découverte démontre que des artisans égyptiens utilisaient un mélange riche en corindon pour percer une pierre durcie vers 1350 avant Jésus-Christ. Elle ne démontre pas, directement, que le même abrasif a été utilisé sur le granit de la Grande Pyramide, construite plus de 1000 ans auparavant. Le fragment est en calcaire durci, non en granit. Il date du Nouvel Empire, non de l'Ancien Empire. Cette limitation ne détruit pas la découverte. En réalité, elle crée la question la plus intéressante de toute cette histoire. Sommes-nous face à une innovation relativement tardive, ou face aux premiers vestiges directs trouvés d'une tradition abrasive bien plus ancienne? Pour comprendre l'ampleur de ce doute, nous devons séparer trois affirmations qui apparaissent fréquemment mélangées. La première affirmation est que des abrasifs durs parviennent à travailler le granit avec des outils en cuivre. Cela a été démontré expérimentalement. La deuxième affirmation est que des artisans égyptiens ont réellement utilisé du corindon à un moment de leur histoire. Le fragment d'Amarna offre une preuve physique solide en ce sens. La troisième affirmation est que le corindon a été employé sur le granit de Gizeh durant l'Ancien Empire. Celle-ci n'a pas encore été prouvée directement. Percevoir la différence entre ces trois phrases évite deux erreurs opposées. La première erreur est de dire que les Égyptiens n'auraient pu couper le granit qu'avec des machines comparables aux machines modernes. La seconde est d'affirmer que le cas est totalement résolu, simplement parce qu'une technique simple parvient à retirer une certaine quantité de pierre.
La véritable réponse peut se situer entre les deux extrêmes. Des outils visuellement simples peuvent faire partie d'un processus extrêmement sophistiqué. Un forêt tubulaire en cuivre ne révèle pas, à lui seul, le savoir nécessaire pour l'utiliser. La performance dépend de l'origine de l'abrasif, de la pureté du mélange, de la taille des grains, de la quantité de liquide, de la pression, de la vitesse, de l'élimination des résidus et de l'expérience de l'opérateur. Changer une seule variable peut modifier complètement la surface produite. Des grains trop petits perdent rapidement leur capacité de coupe. Des grains excessivement gros peuvent échapper à la zone de contact ou produire des dommages irréguliers. Trop peu de liquide empêche la circulation de l'abrasif. Trop de liquide réduit la concentration de particules actives. Une pression insuffisante rend le processus lent. Une pression excessive peut déformer le cuivre, expulser le mélange ou approfondir des fractures indésirables. Et cela explique pourquoi reproduire une technique ancienne ne consiste pas seulement à fabriquer un outil d'apparence semblable. Il est nécessaire de reconstruire un système de travail. Un artisan expérimenté ne mesure pas tout avec des instruments. Il reconnaît les changements à la résistance de l'outil, au son, à la vibration et à l'apparence du résidu. Il sait quand ajouter de l'eau, quand renouveler les grains, quand réduire la pression, quand la coupe a commencé à dévier. Ce savoir vit dans le corps avant de vivre dans un manuel. Et il peut disparaître même lorsque tous les outils matériels demeurent devant nous. Voici une comparaison utile. Imaginez que, dans 4000 ans, quelqu'un ne trouve qu'une casserole, une cuillère et les restes d'un four. Ces objets démontreraient que nous cuisinions. Mais ils ne révéleraient pas automatiquement la recette, la température, le point de cuisson correct, ni l'expérience nécessaire pour produire le même résultat. Avec le granit égyptien, le problème est bien plus grand. Nous avons une partie des outils. Nous avons les objets finis. Mais presque toute la recette a disparu. C'est pourquoi les résidus microscopiques peuvent être si précieux. Ils préservent précisément la partie consommable du processus, ce qui serait normalement transformé en poudre, lavé et jeté. L'abrasif n'était pas seulement un accessoire. Il pouvait être la partie la plus importante de l'outil. Si le corindon était utilisé de manière délibérée, un autre problème surgit. Où les Égyptiens l'obtenaient-ils? Une grande partie du corindon exploité, historiquement, apparaissait dans l'émery, une roche formée par un mélange de minéraux durs. L'île grecque de Naxos allait devenir célèbre pour ses gisements. D'autres sources existaient dans la région de la Méditerranée et du Proche-Orient. En Égypte, il existe une occurrence connue de corindon dans la région de Hafafit, dans le sud du désert oriental. Cependant, le mélange trouvé à Amarna ne correspond pas, de manière simple, à l'émery typique de Naxos. Son origine n'a pas encore été déterminée. Cela ouvre plusieurs possibilités. Le matériau pourrait provenir d'une source égyptienne. Il pourrait être arrivé par des réseaux commerciaux. Il pourrait être un sous-produit de l'extraction de cristaux plus grands. Ou différentes sources pourraient avoir été utilisées à des moments distincts. Aucune de ces possibilités n'exige une civilisation industrielle moderne. Mais toutes exigent du savoir et de l'organisation. Quelqu'un devait reconnaître qu'une pierre apparemment ordinaire fonctionnait mieux que le sable disponible alentour. Quelqu'un devait l'extraire, la broyer, séparer les grains et la distribuer. Les artisans devaient apprendre quel mélange servait à percer, lequel servait à scier et lequel produisait le polissage final. Si le même système a été employé à grande échelle, nous ne parlons pas seulement d'un outil, nous parlons d'une chaîne technologique. Matières premières, transport, préparation, spécialisation, contrôle de qualité, transmission du savoir. Une sorte d'industrie prémoderne, non mue par des moteurs, mais suffisamment organisée pour répéter des résultats pendant des générations. C'est peut-être là l'erreur provoquée par l'apparence des outils anciens. Une lame de cuivre paraît rudimentaire lorsqu'elle est isolée dans une vitrine. Mais une lame de cuivre, alimentée par un abrasif sélectionné, manœuvrée par des travailleurs formés et intégrée à un atelier spécialisé, représente quelque chose de complètement différent.
La technologie ne réside pas seulement dans l'objet, elle réside dans le processus. Graham Hancock n'a pas découvert le noyau numéro 7. Il n'a pas non plus réalisé l'analyse du fragment d'Amarna. Son rôle a été autre. Pendant des décennies, il a contribué à transformer les questions sur l'ingénierie égyptienne en un débat public mondial. En observant des perforations, des surfaces et des blocs monumentaux, il a insisté sur le fait que les explications générales devaient être soumises à des tests spécifiques. Combien de temps le processus exigeait-il? Quelle marque produisait-il? L'expérience reproduisait-elle seulement une coupe ou reproduisait-elle également la géométrie et la finition de l'objet ancien? Ce sont des questions valables. Mais une question valable ne confirme pas automatiquement toutes les réponses proposées par celui qui l'a formulée. Hancock défend des idées bien plus vastes sur des civilisations perdues et des chapitres inconnus de l'histoire humaine. Ces hypothèses demeurent controversées et exigent des preuves propres. Trouver du corindon dans un trou d'Amarna ne prouve pas l'existence d'une civilisation avancée disparue. Cela ne démontre pas non plus l'usage de machines modernes dans l'Égypte antique, et cela ne transforme pas toute objection académique en erreur. Ce que fait la découverte est plus spécifique, et, pour cette raison même, scientifiquement plus solide. Elle montre que l'image populaire du cuivre et du sable ordinaire peut être incomplète pour au moins certaines opérations et certaines périodes. Elle démontre qu'un abrasif de haute performance a fait partie du répertoire des artisans égyptiens, et elle justifie une investigation bien plus vaste des surfaces anciennes. Ce point devrait rapprocher les deux camps de la discussion. Les chercheurs traditionnels n'ont pas besoin d'accepter les théories générales de Hancock pour analyser un résidu microscopique. Les chercheurs indépendants n'ont pas besoin de transformer chaque lacune en preuve de technologie moderne. La pierre offre un terrain commun. Elle peut être mesurée. Ses marques peuvent être cartographiées. Ses particules peuvent être analysées et les résultats peuvent être comparés à des expériences contrôlées. Le microscope ne confirme pas les réputations. Il confirme les matériaux. S'il existe un endroit où cette investigation devrait se poursuivre, c'est le Sérapéum de Saqqara. Sous le désert, de longs couloirs conduisent à des chambres funéraires associées au culte des taureaux, Apis. À l'intérieur se trouvent d'énormes caisses de pierre. Certaines ont été produites en granit, d'autres dans des roches tout aussi résistantes. Leurs masses atteignent des dizaines de tonnes. L'impact visuel est immédiat. Des caisses monolithiques occupent des espaces souterrains étroits. Des surfaces internes ont été creusées et finies. Les bords et les couvercles présentent des ajustements soignés. Certaines zones réfléchissent encore la lumière. Il est compréhensible que ces objets suscitent des spéculations. Mais la question la plus productive n'est pas de savoir quelle machine mystérieuse aurait fait cela. La question correcte est autre. Quelle séquence d'opérations a laissé ses marques? Une caisse peut avoir été initialement façonnée par percussion avec des outils en pierre dure. L'intérieur peut avoir été approfondi par perforation et retrait successifs de matériaux. Les surfaces peuvent avoir été nivelées avec des pierres de frottement et des abrasifs de granulométrie différentes. L'éclat final peut avoir exigé un mélange plus fin et un processus entièrement différent de celui utilisé pour le dégrossissage. Chaque étape devrait produire une signature propre. Marque d'impact, rayures parallèles, changement de direction, particules incrustées, résidus métalliques, variations microscopiques entre les zones sciées, perforées et polies. Une analyse systématique pourrait comparer les surfaces de différentes caisses, périodes et matériaux. Si la même association minérale apparaissait de manière répétée, nous aurions des indices d'une technique répandue. Si chaque objet présentait une signature différente, cela pourrait révéler des ateliers, des traditions ou des méthodes distinctes. Une telle investigation doit être minutieuse. D'abord, les surfaces doivent être documentées sans contact destructif, chaque fois que possible. Ensuite, de petits échantillons ne peuvent être prélevés que dans des contextes sûrs et autorisés. Les zones travaillées doivent être comparées à des régions non travaillées de la même pierre. Cela aide à distinguer l'abrasif introduit des minéraux naturellement présents dans le granit.
Il est également nécessaire de contrôler les contaminations modernes. De nombreux monuments ont été fouillés, transportés, nettoyés, restaurés et touchés au fil des décennies. Une particule trouvée à la surface peut avoir une histoire complètement différente de la rainure qui la contient. Enfin, les expériences doivent utiliser des paramètres enregistrés. Matériaux de l'outil, composition de l'abrasif, granulométrie, pression, mouvement, liquide, durée et taux d'usure. Alors seulement les surfaces expérimentales pourront être comparées aux anciennes. Ce travail ne produit pas une phrase spectaculaire en 5 minutes, mais il peut produire quelque chose de bien plus précieux, une réponse qui survive à l'enthousiasme et au scepticisme. Après avoir parcouru les carrières d'Assouan, la chambre du roi, le noyau étudié par Petrie, les expériences de perforation et la poussière microscopique d'Amarna, nous pouvons enfin répondre à la question initiale. Les Égyptiens utilisaient-ils seulement du cuivre et du sable ordinaire pour travailler toutes les pierres dures? Cette image est probablement trop simplifiée. Il existe une preuve directe d'un mélange abrasif riche en corindon, employé en Égypte vers 1350 avant Jésus-Christ. Des expériences antérieures ont montré que l'émery et le corindon peuvent produire, dans le granit, des marques différentes de celles générées par le sable ou le quartz dans certaines conditions. Par conséquent, l'usage d'abrasifs spécialisés est une explication techniquement plausible pour une partie du travail égyptien sur la pierre dure. Mais le corindon d'Amarna prouve-t-il que la Grande Pyramide a été travaillée avec le même matériau? Pas encore. Il reste à trouver une association sûre entre cet abrasif et des surfaces authentifiées de granit de l'Ancien Empire. Il reste à démontrer que les particules appartiennent au processus original et non à la roche elle-même ou à une contamination postérieure. Il reste à comparer les marques à une échelle suffisante et il reste à reproduire non seulement un trou ou une coupe isolée, mais la séquence de travail nécessaire pour atteindre des formes et des finitions spécifiques. Cette réponse peut sembler moins dramatique que de déclarer le mystère résolu. En réalité, elle est bien plus fascinante, parce que nous savons maintenant exactement quoi chercher. L'investigation a cessé d'être une discussion vague sur ce que les anciens auraient été capables ou non de faire. Elle est devenue un ensemble de questions mesurables. Quelles particules existent au fond des rainures? Comment sont-elles distribuées? Quelle marque chaque abrasif produit-il? Les signatures se répètent-elles sur des objets différents? Et jusqu'où cette technologie peut-elle être retracée dans le temps? Peut-être n'a-t-il jamais existé une réponse unique pour le granit égyptien. Différents ateliers, périodes et objets peuvent avoir exigé des combinaisons distinctes de percussion, sciage, perforation, usure et polissage. Mais une chose devient de plus en plus claire. Juger la technologie égyptienne uniquement par les outils qui ont survécu, c'est comme tenter de comprendre une musique en observant seulement les instruments, après que les musiciens ont disparu. La partie décisive peut avoir vécu dans le rythme, dans la pression, dans la séquence, dans le mélange et dans l'expérience des mains. Le fragment d'Amarna ne résout pas à lui seul le mystère de la Grande Pyramide. Il fait quelque chose de peut-être encore plus important. Il prouve qu'une technologie invisible peut survivre sous forme de résidus, une poussière consommée pendant le travail, des grains plus petits que l'épaisseur d'un cheveu, des particules qui sont restées prises au fond d'un trou, tandis que des empires naissaient et disparaissaient autour d'elles. Pendant des milliers d'années, nous avons observé les plus grandes pierres. Peut-être la réponse a-t-elle toujours été dans les plus petites particules. Le granit conserve encore ses sillons. Les noyaux préservent encore leurs lignes. Les surfaces polies enregistrent encore des mouvements qu'aucune inscription n'a décrits. La pierre n'a jamais été silencieuse. C'est nous qui apprenons encore à l'écouter.